Ça paraît un peu bizarre et illisible, mais c'est tout à fait normal. Plus on pratiquera, plus on va s'habituer avec ce type de... on va mettre ça comme ça sur le replay, on ne le voit pas. Avec ce type de graphique. Donc, sur le price flow, il va y avoir deux façons de faire. C'est-à-dire, là, on a toute la stratégie du price flow, c'est le flux de prix, quel que soit sur l'analyse, entre parenthèses, technique, sur le price action de la journée et sur la micro-variation sur le carnet. C'est-à-dire, on va avoir, en tout cas, moi, ce que je fais sur la première étape, c'est pouvoir détecter et anticiper, je dis bien anticiper parce qu'on trade sur du 50-50. On rentre jamais biaisé sur le marché. Et tout ce que je vais expliquer ici, c'est pas, alors je sais pas la stratégie exacte de Prince, ou même si vous avez fait d'autres formations de trading avant qui sont intéressantes. Si je dis par exemple, moi j'utilise pas ça ou je fais pas ça, ça veut pas dire que ce que vous avez fait ou l'autre personne elle est pas bonne ou voilà. Hein. C'est vraiment ce que moi quand je parle, c'est vraiment sur le côté technique. Toutes les stratégies fonctionnent sur le marché. On peut, si on a un bon risque, c'est une journée de stratégie pile ou face. Je pense, hein, je vais pas, je vais pas essayer. Je pense qu'on finira d'être haussier si on gère bien son risque. Donc voilà. Sur la première donc façon, la première partie de cette stratégie, ça va être donc où je vais anticiper. Alors anticiper, je vais pas le trader, mais le scénario. Et j'ai des blocs de volume ici, c'est des zones. Si le marché est plus haut que cette zone, eh ben, je vais faire que des achats parce que j'ai une plus grosse probabilité d'avoir une tendance haussière qu'une tendance baissière. Et si j'ai le marché qui est plus bas que cette zone, je vais essayer de faire plus de shorts que d'achats parce que j'aurai plus de probabilité si le marché est baissier. Ça, dans le cas comme moi je fais, si vous tradez la tendance. Si vous êtes contrariant, vous faites l'inverse. Quand le marché est ici, et ben vous allez chercher des shorts pour prendre les retracements. Et inversement, si le marché est baissier, vous allez acheter pour pouvoir prendre les peu de retracements que vous pouvez avoir. Il n'y a pas une stratégie miracle, il n'y a pas quelque chose qui fonctionne tout le temps. Les deux plus gros mois de perte, alors quand je dis de perte, c'est de perte de profit. C'est-à-dire, c'est de perte. Pas, en fait, ça pourrait peut-être bizarre pour vous, mais où je calcule pas le drawdown. En tout cas, quand je fais mon bilan de Profirm, c'est-à-dire, je vais calculer combien j'ai dépensé, vs combien j'ai retiré. Je vais jamais dire j'ai sauté, par exemple, 5, imaginons je saute, c'est énorme, mais imaginons que je saute 50 à 50K. C'est-à-dire, j'ai, vous m'arrêtez si je pars un petit peu dans tous les sens, n'hésitez pas. Ok, parce que quand je pars après, c'est très très compliqué de m'arrêter. Donc 2500 fois 5, fois 5 c'est ça. Et donc ça fait 12 500 dollars. Ça, c'est le drawdown. Parce que chaque compte à 50K, il a 2500 dollars de drawdown. C'est-à-dire si j'en perds 5, je perds 5 fois 2500 dollars. Ça fait un total de 12 000. Et ben moi, je ne calcule pas de cette manière. Moi, je calcule ce que j'ai payé pour cet éval. C'est-à-dire, si sur cette période, j'avais payé 3 trois évals. Ah, alors moi j'adore les promos. C'est pas question d'être radin, mais c'est là où on peut envoyer la maxi sauce. Je me dis pourquoi. Et puis ça garde en plus tous les mois, même si on rate les vals, ça garde l'abonnement sur le même prix. C'est-à-dire par exemple Fedias ils font de 19 euros. Alors c'est pas que c'est rare, ils le font 3-4 fois l'année. Et ben c'est là où j'en prends 10, 20, 25. Et puis même si j'en valide pas, et ben voilà, ça reste ça reste à 19 euros au même prix. Alors, faut pas en prendre 20, hein, c'est 5 ou 7, ça va, ça fait le prix d'un seul en promo, d'un seul classique, pardon, qui vous fera 5 évals. Donc, tous Ok. les mois, vous avez un abonnement où vous dites, OK, j'ai 40 ou 50 euros, je sais que alors, c'est pas pour s'amuser parce que c'est 40 ou 50 euros. Si ça passe en PA, il y a une très grosse probabilité que ça va ramener de l'argent. Donc, moi, je vais compter, euh, bah, on l'a dit 50. Donc, 50 euh, Eval où j'ai payé l'Eval dans les 20 euros. Ça me fait 100 et j'ai passé 3 plus, alors 100 plus ah mince, 100. Et j'ai passé 3 en PA, c'est-à-dire j'ai 150 de fees fois 3 plus 100.
Ça fait 550. Et donc, je trade ce mois-ci, j'en ai passé 5 évals, j'en ai validé 3. Ces 3-là, il faut payer les fees pour passer en réel. Et donc, j'ai payé de ma poche, de ma carte bancaire, 560 euros. Et je retire zéro. Et bah, pour ce mois-ci, je prends en compte que j'étais perdant à 550. Comme le mois de septembre, j'ai pas, et j'ai comment on appelle ça, un monthly stop. C'est vraiment sur le mois, je m'arrête à moins 800. J'irai pas chercher plus loin parce qu'après, ça va trop déséquilibrer les gains, etc. Donc, et puis, moi, je suis quelqu'un, vous allez voir, dans la stratégie, ça sert à rien de forcer quand ça fonctionne pas. On se retire et on revient quand ça fonctionne. Et c'est là où on va essayer de taper le plus fort. Alors, bien sûr, avec la stratégie, le risque, etc., le plus fort et le plus rapide. On prend nos gains et on se retire du marché. Et donc là, je vais perdre 550 euros sur ce mois-ci. Et imaginons, ces 550, vous avez perdu tous les comptes et il restait un seul. Et vous avez fait un retrait de 1000 dollars, c'est-à-dire 550 moins 1000. Enfin, on fera l'inverse. Et ben, moi, je calcule que j'étais gagnant de 450. Pourquoi? Parce que comme dans la vie, j'ai acheté un produit où j'ai dépensé de l'argent pour développer un service et ça m'a coûté 550 et je le vends à 1000. 1000 moins 550, ça fait 450 dollars de bénéfices bruts. Est-ce que c'est clair un peu sur ce point ou pas, ça va? Ouais. Ok. Après, on Ouais. enlève les 20% quand vous retirez, etc. Donc, ça fait 360 dollars. Après, on enlève etc. Donc, c'est pas que pour vous En fait, c'est plus la réalité, donc il faut se rendre compte pour pas être déçu, c'est que le jour où vous faites un 2000 dollars de drawdown, de cash out, c'est pas recevoir de mission brute compte. Hein. Certes, Mm. même si quand on dit dollar dans notre tête, ça reste le chiffre, donc on se concentre plus sur les 2000 et pas le dollar, premièrement. Et deuxièmement, maintenant, les profils, mais ils envoient directement leurs 20% directement. Donc, c'est-à-dire, avant même de retirer les 2000, on va faire exactement ça. Donc, 2000 dollars moins 20%, ça vous fera 1600 dollars. Et là, je viens ici, 1600 USD en euros, ça vous fera 1376. 1376 moins 26%, sachant si vous êtes en micro-entreprise, en prestation de service ou voilà, un truc comme ça. Donc 26% si vous êtes en société. On va pas rentrer sous ce toit parce que c'est encore plus compliqué et beaucoup plus de charges. Vous recevez 1000 euros dans votre poche avant impôt personnel. Et là, j'entends tout le monde en train de préparer ses passeports pour partir à Dubaï, c'est ça? Donc voilà, mais il faut vraiment, voilà, l'objectif ici, je voulais juste vous parler de ça, c'est que grâce au ProFerm, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver une stratégie, on va la backtester, on va se sentir à l'aise. En fait, c'est même pas on va se sentir à l'aise dans la stratégie, c'est que quand on va trader cette stratégie, on va être tellement confiant. Alors je me comprends quand je dis confiant, pas face au marché, mais avec la stratégie, c'est que ça va pas déclencher le côté émotionnel pardon, chez nous, et donc on va rester plus basé sur la technique. Et quand on arrive à ce stade-là, c'est-à-dire que cette stratégie, elle nous va. Quand on traite quelque chose où on se sent, où on a peur, où on a l'hésitation, on voit quelque chose mais on ne sait pas. J'ai mon carnet alors, je sais que c'est pas méchant, mais beaucoup de monde dit par exemple bloque, etc. Oui, j'ai mon carnet qui bloque sur un prix, mais qu'est-ce que je fais quand ça bloque sur un prix? Je l'achète, je le short, je le regarde, je le. Donc, voilà, c'est beaucoup plus poussé entre parenthèses que ça. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de mécanique, par contre, qu'on va l'adapter par rapport au marché. Donc, sur la deuxième phase qu'on va avoir la stratégie du price flow, c'est les paliers de prix. Les paliers de prix, alors, pour ma part, aujourd'hui, c'est pas une stratégie, c'est la façon de lire le carnet. Les paliers de prix, c'est l'apprentissage de lire le carnet. On va avoir des prix sur le carnet grâce à l'inside print sur des phases d'absorption, injection, etc. Ici, entre les buys et les sells, les acheteurs, pardon, et les vendeurs. Et on va commencer à, entre parenthèses, prendre la décision par rapport à ces réactions. Notre objectif sur le marché, ça va être de
Ça va être de chercher qui a la main sur l'opération. C'est-à-dire, je vais venir ici, je vais vous donner un exemple. Oup, oup, oup. Donc, imaginons que j'ai ce stylo. OK? Et ce stylo, je veux le vendre. Je suis vendeur de ces stylos. Et vous êtes quatre devant moi. Donc j'ai Yannis, non, trois, pardon, excusez-moi, non. J'ai trois devant moi. J'ai Yann, Yanis et Lamy. Vous êtes les trois devant moi. Les trois, vous avez besoin de ce stylo. C'est pas obligation parce que, je sais pas, vous avez un concours à passer et puis il faut écrire, quoi. Et moi, j'ai un seul stylo. Et vous devez le prendre tout de suite. Qui a la main sur l'opération? Est-ce que c'est moi le vendeur ou c'est vous les acheteurs? Bah, c'est toi. Pourquoi c'est moi? Parce que j'ai euh, j'ai plus de demandes que l'offre. Maintenant, c'est l'inverse. Si moi j'ai trois... Ah tiens, j'en ai trois stylos en plus. J'ai trois stylos. Et je dois les vendre là tout de suite avant que le magasin ferme parce que, je sais pas, il y a une date, voilà, si ça ferme ce soir, le stylo, je le jette à la poubelle parce que l'encre, il va s'abîmer ou pour X raison, je sais que c'est pas réel, mais disons ça. Et il y a que Yanis qui veut prendre un stylo. Qui a la main sur l'opération? C'est les acheteurs ou les vendeurs? Acheteurs. Hmm. Deux acheteurs. Parfait. Et ben nous, c'est ce qu'on va essayer de détecter sur le marché. On va essayer de détecter qui a la main sur l'opération, qui a besoin d'acheter ou qui a besoin de vendre. Et nous, on va faire l'inverse, bien sûr, on va le suivre. Pourquoi? Parce qu'on va suivre cette tendance. C'est-à-dire, si je vois que il y a l'acheteur, il a la main sur le marché. Alors attention, hein, parce que faut pas le mal comprendre, parce que ça peut porter à la confusion. Si j'ai l'acheteur qui a la main sur l'opération, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est pas, il est pas en train de pousser le marché à la hausse. L'acheteur qui a la main sur le marché aujourd'hui, c'est que il a un vendeur en face. Pour X raisons, il y a un rollover, il doit protéger ses flux, il est en drawdown, il doit vendre, ou peu importe quelle raison technique derrière, il est obligé de vendre aujourd'hui avant clôture. OK? Pour ne pas avoir un margin call ou peu importe la raison. Et donc, et cet acheteur-là, aujourd'hui, le gros, donc il y a deux gros, entre parenthèses, ou le market maker et un gros qui se croisent, et ben le vendeur, il va être dans l'obligation, pardon, de vendre. Et donc, l'acheteur, il a la main sur l'opération, sur la journée, sur le marché. Donc, il va acheter d'une manière beaucoup plus à l'aise, entre parenthèses. Il va voir qu'il y a un vendeur qui commence à vendre en haut. Il va commencer à acheter. Après, il se retire. Le marché part à la baisse. Il commence à acheter, il se retire, le marché part à la baisse, il commence à acheter, etc., etc. Et donc là, alors sur une tendance classique, hein, on ne parle pas de moins 6% ou moins 2% volatilité, etc. Sur un palier de prix ou sur le carnet. Et là, on voit que l'acheteur, il est en train d'accumuler à l'achat, donc il va jamais être agressif, vous allez jamais, alors jamais, il va avoir des réactions bien sûr, mais vous allez c'est rare où vous allez voir des achats agressifs market sur le marché, où le marché va essayer de décaler, où le marché va chercher à pousser plus haut, etc. Et donc, on va plus accumuler à l'achat. Et donc, nous, quand on va trader, eh ben, on va trader ça. On va détecter notre acheteur, notre vendeur. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va shorter notre acheteur. En tout cas, c'est ma stratégie où je trade les breakouts. Je vais vendre mon acheteur parce que normalement, si on passe plus bas que cette zone-là, le marché normalement, il doit décaler à la baisse et on va chercher plus bas. Donc, les acheteurs, ils doivent se retirer du marché. Techniquement parlant, logiquement. Et ben, c'est ce que je vais faire. Je vais plutôt chercher des breakouts. Et maintenant, vous allez vous poser la question, et c'est sûr, ça m'est arrivé avant, à nous tous, je pense, vraiment nous tous. C'est que vous avez une journée baissière, mais un truc de malade, et vous avez acheté toute la session, jusqu'au que le compte il saute ou peu importe. Et après, vous regardez le graphique le soir, et vous dites, mais je faisais quoi là? Pourquoi j'ai acheté? Et en fait, c'est que ce que vous voyez sur le carnet, c'est cette espèce de mot qui bloque. Il faut l'enlever parce qu'on a un marché qui descend,
quand le cerveau, on dit on bloque, c'est un blocage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va être contre-tendance. J'ai quelque chose qui tombe, et là, notre cerveau, on a cette logique de dire le marché, il bloque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le marché, quelque chose qui tombe, le carnet, il bloque, qui veut dire blocage, dire que le marché va se retourner. C'est-à-dire il bloque cette chose, il la laisse plus tomber, et le marché va partir à la hausse. Et là, vous commencez à acheter. Et le marché part plus bas, et là, vous dites, ah, c'était un peu tôt, c'est là où il va se retourner. Le marché part plus bas. Ah non, non, c'était un peu tôt, c'est là où il va se retourner. Et le marché part encore. Non, non, mais c'est la dernière fois jusqu'au moment où vous avez plus de cartouches. Et donc, il faut comprendre le pourquoi le marché part à la baisse. En tout cas, sur le côté macro, je ne sais pas que je serai le moins placé de vous aider, mais voilà. Alors, quel que soit Trading Institute avec Nicolas, bah, vous avez ce côté macro qui est intéressant. Et surtout, et aussi sur Internet, quelque chose quel que soit gratuit ou des services, entre parenthèses, payants, vous aurez beaucoup, beaucoup de choses de plus intéressantes à ce que moi, je vais vous apporter, en tout cas sur ce point. Mais il est entre parenthèses très important et limite obligatoire de comprendre la condition du marché. Donc, quel marché on trade? Alors, quel que soit sur le côté macro ou micro, puisqu'on les earnings on a aujourd'hui, comme vendredi qu'on va voir les chiffres, il faut comprendre. Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais dans un premier temps, bah, n'hésitez pas à les trader, puis après à l'imbriquer avec d'autres façons. Par exemple, même si vous ne tradez pas les options, bah, comprendre le marché, euh, le marché option, de comprendre est-ce que on est sur un gamma positif, est-ce qu'on est sur un gamma négatif, qu'est-ce qu'ils font les market makers dans les deux conditions de marché, est-ce que j'ai un flip de gamma, et ça, c'est des journées où limite on peut construire toute une stratégie entière sur le flip de gamma. Je passe, on est en tradant sur le carnet, hein, bien sûr. Je passe d'un gamma positif à un gamma négatif. Et ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour gratter et gagner de l'argent, etc. En fait, c'est un monde. On peut faire tellement de choses, mais la base de la base de la base, pour exécuter toutes ces stratégies, il faut une très bonne lecture sur le carnet d'ordre, qui reste quelque chose. Alors, c'est pas la meilleure des choses, parce que toute stratégie fonctionne, mais en tout cas, si vous regardez, vous cherchez un peu les chiffres des preuves fermes, le plus gros pourcentage de cash out, c'est les traders du carnet d'ordre. C'est là, c'est eux qui font le plus gros de, de, de retrait, pardon. Donc ça reste, ça m'étonne pas, entre parenthèses, ça reste quelque chose de, pas logique, mais ça m'étonne pas parce que voilà, on a un outil, on est plus zoomé sur le marché. Je dis pas que trader des graphiques ou avoir des indicateurs, c'est quelque chose de mauvais, loin de là. Mais si on veut être zoomé, eh ben, on est zoomé sur le carnet. Donc voilà un peu déjà sur la théorie de la stratégie, un peu ce qu'on va essayer de faire et de voir ensemble sur le price flow, donc quel que soit sur les blocs de volume et le carnet d'ordre. Maintenant, on va passer un petit peu sur les blocs de volume. Les blocs de volume, donc c'est des volumes qui sont importants sur le marché, c'est un peu comme des supports résistance, même si on ne traite pas les supports résistance, et même si j'ai rien du tout contre le support résistance. euh, qui réagissent sur le marché. Donc là, n'hésitez pas à regarder vraiment. Alors, c'est pas pour tester ou prouver, ou en fait, juste pour que le cerveau il soit euh, formé mécaniquement, entre parenthèses, de dire OK, et rassuré et dire OK, ça fonctionne quand c'est comme ça. Et on dégage un peu ce côté émotionnel. Donc, sur l'analyse d'hier, on avait un marché qui a ouvert ici. Et vous avez vu, regardez aussi le live et l'analyse. Donc, j'avais fait une analyse si le marché part plus haut. Alors, maintenant, le truc, c'est qu'on va, dans un premier temps, pardon, dans un premier temps, on va essayer de plus. Je prends des oméga 3 en ce moment, puisque je repars, j'essaie de faire un peu de muscu, je pars à la salle. Mais ouah, je suis désolé hein, pour le détail, mais qu'est-ce que ça pue quand ça remonte comme ça là? Waouh, c'est dur. Ça m'a tourné la tête, on va faire la parenthèse, mais donc C'est les aléas. ah ouais, c'est waouh, donc hier, j'ai
j'ai une variation. Je me dis, si le marché part plus haut que mon vendeur, j'ai 2 TP. Alors, 2 TP, je peux vous expliquer pourquoi. Et vous pouvez regarder un peu vous pouvez regarder un peu la stratégie, le comprendre, en tout cas, de comprendre la logique du pourquoi j'ai tradé, sachant hier, ben voilà, que je me suis dit, on va aller chercher les 2 TP. C'est une variation de journée, c'est le setup, entre parenthèses, vert, pour faire simple, de dire aujourd'hui, normal. Il y a des journées où j'ai le setup vert, je trade, je me prends un daily loss, hein, il n'y a aucun souci. C'est rare, mais ça arrive. Et donc, là, je me dis, c'est le setup. C'est là où je dois traîner. Donc là, c'est pas de l'analyse technique, c'est plus de l'analyse de data, de se dire, OK, en tout cas, depuis le mois de septembre, pour l'instant, on verra après, hein, ça peut changer. Là, j'avais donné un exemple pour la dernière fois. Je vais le mettre de côté, ici. Et donc là, je me dis, en tout cas, pour l'instant, depuis le mois de septembre, là, je perds de l'argent. Logique, ce qu'on a parlé de le mois de septembre. Et si on me demande pourquoi tu perds de l'argent, eh ben, le Nasdaq, sa plus grosse variation, il me fait 60 points. Hier, je pouvais prendre un trade à 60 points, un scalp à 60 points. Et il y a 3 semaines ou 4 semaines, le Nasdaq, du haut au bas sur toute la journée, de l'ouverture cash, pardon, jusqu'à la clôture à 21h30, de 15h30, 21h30, et bah, ou 21h, il fait 60 points. Donc déjà, rien que ça, vous voyez que la différence sur un seul trade, tu le prends, hier je l'ai pris, bon, j'ai tradé 15h30, j'ai clôturé mon trade à 15h32, la journée est terminée. Ça arrive pas tout le temps. Faut comprendre aussi que quand la journée est finie et on a pris la variation, on a eu la variation technique entre parenthèses, et ben voilà. Et, et, ouais. Et donc, ouais, le mois de septembre, ici, le marché n'est pas volatile, le VIX est très bas, pas des grosses variations. Et moi, qu'est-ce que je trade? Comme on l'a dit tout à l'heure, je trade les breakouts, c'est-à-dire quand j'ai un vendeur, pour faire simple, hein, c'est un peu ça dans l'idée, mais c'est pas si simple, entre parenthèses, on se place pas d'avance, mais quand j'ai un vendeur ici, eh ben, je vais l'acheter pour tenter un breakout. Et quand le marché vient ici, je vais le shorter pour tenter un breakout. Et quand le VIX est bas, eh ben, il va nous faire ça. Voilà. Ça, c'est même pas un range, hein, c'est ça un VIX bas. Voilà. Et vous faites allez dans tous les sens, et donc ça sert à rien. Et à ce moment-là, en tout cas pour ma part, je me dis ça sert à rien puisque je fais des lives, etc. sur le Discord, on me dit mais attends, mais dans ce cas-là, pourquoi aujourd'hui t'achètes pas ton vendeur, t'achètes pas ton, ton, ton support, entre parenthèses, ton acheteur, et tu vends pas ton vendeur? Eh ben, imaginons que je le fais aujourd'hui et comme par hasard, c'est aujourd'hui où le marché est brille. Parce que moi, je sais pas, j'anticipe pas le marché. Plus bas, j'achète, plus haut, je short. Et je vais essayer de suivre le marché de cette manière. Parce que je peux pas dire il va aller à la hausse ou à la baisse, à droite ou à gauche. Et imaginons qu'aujourd'hui, j'achète ici et le marché est trop. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans notre psychologie? À dire, ah mince, c'est-à-dire à chaque fois je tente un breakout, et là quand j'ai acheté, le marché lâche. Et puis le marché part ici, je me dis, ok, le marché a lâché, maintenant je vais tenter un breakout. Et le marché range. Et il monte, je vais acheter. Et ça part un peu dans tous les sens. Donc je reste sur le même setup, j'ai pas ça peut être logique aussi, hein, j'ai pas pas intelligence, mais cette puissance, ouais, ou cette intelligence de dire, ok, aujourd'hui, je suis comme ça. Demain, je vais trader de cette manière. Non, moi, je viens, je trade les breakouts. J'ai un setup, je l'anticipe sur les datas, je le trade. Je suis hors setup, je touche à rien. Où je regarde, où je me mets en démo et je trade. Et quand je me mets en démo et je trade, et bah, pendant une semaine, je me dis heureusement, j'ai pas tradé le lundi. Je trade en démo, je me dis heureusement, j'ai pas tradé le mardi. Je trade en démo le mercredi, je me dis ouf, heureusement, j'ai pas tradé. Je trade le jeudi en démo, je me dis ouf, heureusement, j'ai pas tradé. Et je trade le vendredi en démo et je me dis ah, si j'avais tradé aujourd'hui. Mais quand je compte le lundi, la perte de lundi, la perte de mardi, la perte de mercredi, la perte de jeudi et le gain de vendredi, même s'il rattrape les pertes de 4 jours, c'est compliqué, mais même si ça rattrape les pertes de 4 jours, et il me ramène un peu dans le vert pour finir la semaine dans le vert, faut s'imaginer le stress et, et la frustration que je subis toute la semaine. C'est-à-dire, Yann, il fait ça, il finit la semaine flat, mais il a tellement charbonné pendant le lundi avec les pertes, avec les trucs, et vendredi, ça le sauve à la dernière minute. Et il arrive lundi prochain, il est déjà rincé.
Et moi, j'arrive le lundi d'après, je suis frais. Je n'ai pas tradé. On est les deux flats, mais lui, il a tradé. Donc, vous voyez, c'est un peu cette espèce de setup. Donc, hier, pour vous dire l'analyse, on a commencé ici. J'avais dit, entre parenthèses, par rapport à la variation du marché et les risques, on va essayer de le voir par la suite. En fait, c'est juste une moyenne de data, quelque chose de plutôt simple. Euh, mais, euh, et donc, on avait une variation sur les deux TP à la hausse où si on était baissier, on pouvait aller chercher les deux les zones intermédiaires à la baisse. Et donc, le marché, il était plutôt acheteur. Hier, si vous regardez un peu le live, j'ai acheté un breakout à 15h30. 15h30, je l'ai acheté ici. J'avais un, deux, trois vendeurs qui se sont fait absorber et je l'ai encaissé, je crois, sur un stop suiveur quelque part par là parce qu'il me restait pas beaucoup pour ma zone de TP. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je me dis, OK, j'ai une probabilité que le marché me fasse 90 points de variation. À 15h30, on a ouvert ici, donc il a déjà fait 20 points plus haut, donc 70 points. Et donc, je dois maintenant manager mon risque. Donc, vous allez voir que les blocs de volume, ça nous permettra déjà, alors même pas d'anticiper le biais, c'est de voir où on a la plus grosse probabilité d'avoir un biais haussier et un biais baissier. Même comme je disais tout à l'heure, si vous ne tradez pas la tendance, bah, vous êtes dans l'obligation, si vous tradez contrariant, de connaître la tendance parce que vous allez trader contre cette tendance. Donc, vous devez quand même savoir où va le marché et vous tradez contre cette tendance. Donc, euh, et donc là, sur ces blocs de volume, on revient et on a une probabilité. Donc, on va calculer les passages. Alors, ce qu'on va faire, et vous pouvez, après, je vais vous envoyer le workspace. Je suis désolé parce que d'habitude, j'ai toutes les zones. Et là, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je fais ma tasse, toutes mes zones sautent. Donc, je les renvoie un message pour voir. Mais voilà, j'avais vraiment, depuis que je commençais à trader de ça, il y avait même des zones qui, il n'y a plus de data en fait. Il y a que les cadres, il y a que les cadres qui sont restés. Bah maintenant, j'ai plus rien, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je vais vous envoyer ce workspace, comme ça, vous pouvez déjà l'installer, le backtester, etc. Et on va faire, ici, on vient de détecter la zone. Je vais vous expliquer pourquoi. Le début, ce volume, il est là, quel que soit acheteur ou vendeur, ok? Et si le volume, on l'a détecté ici, et ici, ce volume, on l'a détecté ici, ok? Et ce volume-là, vendeur, on l'a détecté ici. Donc, ce range, on a mis du temps. Alors, vous inquiétez pas, hein, pendant ces 4 sessions, on va se baser sur d'autres volumes qu'on va faire une mise à jour, hein. Donc, on va quand même quasi trader tous les jours. Maintenant, et celui-là, on l'a détecté ici, et celui-là, on l'a détecté ici, et celui-là, plutôt, voilà, dans le passé. Maintenant, quand on va trader, on va calculer sur combien de fois nos zones ont fonctionné, quel que soit à la hausse ou à la baisse. Donc, quand le marché il est venu dans cette zone intermédiaire, non, quand le marché il est parti de cette zone vendeuse. Alors, attendez. Vous me dites si j'explique bien, je donne bien l'exemple, hein. Je vais mettre je vais essayer de faire une autre couleur. Noir. Non, peut-être pas noir, rose, bleu, rose. Allez, je vais mettre. Donc, quand le marché. Mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Ah, ok, j'ai eu peur. Quand le marché est sorti de ma zone vendeuse, il est parti chercher la zone intermédiaire que j'avais détectée. On est bien d'accord. Ça passe pas avec le. Bah, je vais remettre en blanc. Hop. Et donc là, on a fait 100% de la variation attendue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, de là, le marché a été chercher 100% de ces 128 points qu'on avait prévus. Et qu'est-ce qu'on a dit, nous, au début? Si le marché passe plus bas que ma zone vendeuse, et ben, tout ce que je vais faire, c'est je vais essayer d'aller chercher des shorts pour avoir une très grosse probabilité d'être dans la tendance. Après, le marché, donc, quand il vient dans cette zone intermédiaire, on a deux scénarios. Soit il part à la hausse, soit il part à la baisse. Et quand il a breaké ici à la baisse, et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher la deuxième zone.
Quand cette deuxième zone a fait le rebond, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher cette zone. Quand cette zone intermédiaire, il a encore une fois renvoyé le marché à la hausse, il a cherché cette zone. Quand l'excès a eu sur l'acheteur, le vendeur, pardon, on a été chercher ce TP. Quand ce TP a renvoyé le marché, il l'a renvoyé vers le vendeur. Quand ce vendeur a renvoyé le marché, il l'a renvoyé vers cette zone intermédiaire. Quand cette zone intermédiaire a renvoyé le marché, elle a envoyé vers cette zone intermédiaire. Et ici, quand cette zone intermédiaire a fait un excès, donc on passe à l'achat, et là, il y a eu un excès. Je mets X. Pourquoi? Parce que de cette zone, on n'a pas été chercher cette zone-là. C'était juste un mini retracement avant que le marché parte à la baisse. Donc là, c'est échec. On n'a pas fait 100% de la variation attendue. C'est-à-dire, de cette zone-là, on part sur un palier de prix haussier. Je me, je price sur ma journée 183 points de variation à la hausse. Et bah, le Nasdaq me fait 100 points de variation à la hausse. Et après, il part sur une tendance baissière. Et donc, ça, c'est un taux, un échec entre parenthèses. Et après, de cette zone intermédiaire, quand le marché part à la baisse, il vient chercher ça. Quand l'acheteur renvoie le marché à la zone intermédiaire, on va chercher là. De là, on va chercher là. De là, on va chercher l'acheteur. Ici, pareil, je mets un X, j'ai un taux d'échec parce que quand on a cassé le vendeur, eh ben, on a fait 40 points sur les 80 points prévus. C'est-à-dire, on a fait juste un excès, on revient. C'était le matin, mais on le prend quand même en compte. Et là, quand le marché a breaké de mon vendeur, on a été chercher notre premier TP ou notre deuxième TP. Ces zones-là ont été tracées le 10, le 8. Voilà, il y a plusieurs notes. Et donc, quand vous voyez cette variation, eh ben, vous avez le taux de réussite sur la probabilité de variation, il est juste énorme dans des conditions de marché spécifiques. Là, c'est un peu de la triche. Non, c'est pas de la triche, mais même quand les marchés rangent, au contraire, on a toujours, il y aura plus d'excès, certes, mais on a toujours l'offre et la demande hein, qui font travailler le marché. Donc, pourquoi on utilisera les blocs de volume? Pour avoir une zone de volume que si elle break à la hausse ou elle break à la baisse, on peut avoir une belle variation. Et puisque nous, on scalpe sur le carnet, on va essayer de prendre des phases d'accélération, et ben on va en profiter. On peut tomber sur ce run, euh, sur quelques paliers de prix. Et ben on va essayer de chercher cette accélération à la hausse ou à la baisse, ou pourquoi pas le grand décalage pour que le marché aille vraiment sur la zone avec un seul scalp. Ça arrive sur des zones de TP. Et hier, quasi à quelques points, mais je pouvais aller chercher la totalité de la zone acheteuse. Alors on était un peu 10 points plus haut, hein, de la zone acheteuse à la zone de TP. Euh, Sur l'année dernière, cette stratégie avait, donc ce qu'on vient de faire ici, 88% de taux de réussite, pas sur l'exécution dans la journée, c'est dommage, c'est sur la variation. C'est-à-dire, quand, c'est-à-dire quoi, 88% de taux de variation? C'est-à-dire quand j'achète. Ou non, alors non, on a dit pas l'exécution. Quand le marché part plus haut que mon bloc de volume acheteur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai 88% de chance, de probabilité que le marché a cherché cette zone intermédiaire. OK? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce qu'on tout est bon pour ce point-là pour l'instant ou pas? Ouais. Top. Après, donc, je vais trader grâce à ces blocs de volume où je vais me baser sur les achats, les ventes, etc. Et en plus de ça, je vais venir ici et je vais calculer mon risque grâce à mes blocs de volume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais me dire, OK, aujourd'hui, et c'est là où je vous dis tout à l'heure, moi, je suis nul hein, dans les côtés émotionnels. Je suis humain, premièrement. Et je pense que oui, je c'est pas que je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais pas comment on peut corriger ça. Et vous avez deux choix. Soit vous dites, bah, vous avez comment on dit, un faible, ouais, dans la psychologie, voilà, une faille, ou je sais pas comment on peut dire ça de cette manière, mais et vous avez deux choix. Est-ce que, soyez vraiment neutre, hein, et est-ce que pour vous, donc il y a un problème dans la psychologie, on n'arrive pas à s'arrêter, etc. Là, là, est-ce que il y a plus de probabilité de régler ce problème
on allait voir quelqu'un y parler avec lui, sans, voilà, vraiment essayer d'être neutre et parler avec lui. Est-ce que parler, euh, il faut travailler sa psychologie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de mon cerveau, ou à l'intérieur de moi, cette psychologie, cette chose qui me pousse à faire des plusieurs stops où je charge ma taille parce que voilà, j'en ai marre, etc. Est-ce qu'il y a plus de probabilité d'aller voir quelque chose, de lire des livres, de faire c'est la mode en ce moment, la méditation, ça on dit un truc comme ça, Mhm. ou d'aller travailler une technique bien rodée, basée que sur des chiffres, que sur des datas. On peut limite même savoir d'avance, même si c'est impossible, hein, mais presser d'avance, est-ce que cette journée va être simple? Est-ce que cette journée va être dure? Est-ce que cette journée c'est un setup de gain? Ça arrive qu'on perd dans un setup de gain et ça arrive pas qu'on gagne dans un setup de rouge parce que moi je le traite pas. Mais imaginons si on traite même les setups rouges, eh ben ça arrivera de temps en temps de gagner dans un setup rouge, c'est-à-dire un setup qui était prévu pour une perte. Donc, je vais venir ici, je vais me dire, OK, le marché va me faire, j'ai 88%, si je passe haussier, que le marché va me faire 85 points à la hausse, et, et j'ai 88% si le marché part baissier, qui va me faire 126 points à la baisse. Je viens ici, je fais 126 points, qui sont les 88% de probabilité d'être baissier, plus 85 points, qui sont les 88% de probabilité d'être haussier. Et là, je viens, j'ai un total de 212. Je divise par 2 pour faire la moyenne de la journée. Ça va me faire 105 points. On va laisser comme ça. 105 points, 105 points et demi. Et bah, qu'est-ce que je fais? J'enlève les 12%. Qu'est-ce que c'est les 12% que j'enlève de ces 105 points? C'est quoi 12%? Pourquoi j'enlève 12%? Faites pas genre que vous n'êtes pas là, hein. Même si vous ne voyez pas, je vous entends. En vrai, je sais pas pourquoi 12%. Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, après, c'est vraiment, on est dans l'intro, hein. On va plus Ouais. pousser ça en détail, mais c'est parce que la stratégie, elle a 88% taux de réussite. Donc, il nous reste quoi comme marge d'erreur? Sur la variation, hein, pas l'exécution de la journée, hein. Sur de cette zone, on va aller à cette zone. Il nous reste 12%. On est bien d'accord? 100% moins 88, il nous reste 12. Et bah, moi, sur les 105 points, je vais enlever cette marge d'erreur, je vais la supprimer. Parce que j'ai une moyenne de 88% de chance de réussite. Donc, c'est pas 100%. Si j'avais 100%, je prends mon risque sur 100%. Mais là, j'ai pas 100%. Et donc, j'enlève les 12%. Donc, ça me fait 12 points. Et là, ça nous fera 92 points. On va arrondir à 93 points. Donc, j'ai une variation de 93 points sur le marché. On prendra jamais 93 points sur le marché. Ça arrive, mais on ne prendra pas de là à là ou de là à là. Et c'est à partir de là où vous allez voir et pousser, donc après pratique, et vous allez regarder dans vos datas. Et là, on va tomber sur deux écoles. Deux écoles de, de win rate. On a l'école numéro 1. Alors, c'est pas parce que c'est les premiers, hein, c'est l'exemple numéro 1 et l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, c'est le win rate. Donc ça, c'est le win rate. Hop, je vais le mettre en bas comme ça vous comprenez. Donc là, on a un win rate plus bas, c'est ça, hein, inférieur ou est égal à 50%. Si. Et là, on a le deuxième cas, donc le win rate, qui est supérieur ou est égal. Non, bah, supérieur ou est égal à 50, mais non, supérieur à 50%. Et là, c'est deux gestions de risque différentes. Est-ce que vous trouvez que c'est logique d'avoir deux gestions de risque différentes juste en se basant sur un win rate pour l'instant? Ouais. Oui. Top. Pour ma part, mon win rate, il est entre 45 et 50%. C'est très bas.
Je prends plusieurs stops. Donc, on va faire ici. Je vais tenter un breakout avec un stop très court. Je me prends un stop. Je vais tenter un breakout ici en short avec un stop à 3, 4, 5 points maximum. Et hier, je crois, avec la volatilité d'hier, je crois le plus gros stop, c'était 6 points. Je mettais 5 et à un moment donné, il y avait une à peine plus grosse accélération. Et puis sur le side print, j'avais pas le choix. Fallait mettre 6 points de stop. Et donc, ici, je me prends -5, -3, -6. Là, on parle d'un marché volatile, mais on va rester sur la moyenne d'hier. Donc, à -11 points. Et après, je prends le breakout, ici. Et quand le Nasdaq ou le S&P, mais là, on va parler du Nasdaq, mais ça arrive aussi sur le S&P, mais j'ai pas les chiffres en tête, puisque je ne le traite pas. Mais quand le Nasdaq, il décale d'un palier, et on est vraiment sur un marché directionnel, entre parenthèses, et ben vous avez une accélération 30, 40, 50 points dans votre sens. Et donc là, on perd 10 pour aller en chercher 30. Et donc mon ratio sur la journée, ici, j'ai 93 points de variation. Mon daily loss, il va être 1 pour 3. OK? Et là, je vais mettre sur la table 31 points pour cette journée. C'est-à-dire que je vais commencer à trader aujourd'hui, par exemple, disons que c'est le mardi. Mardi, c'est ça? On est mardi? On est mardi. Le mardi 21 octobre. Et je vais me dire, OK, aujourd'hui, je vais perdre 31 points sur le Nasdaq. Ça y est, la journée, elle est là. Je vais perdre 31 points. Avant même de commencer, je sais qu'en pesant, en posant sur la table 31 points, c'est rentable. Même si je les perds, c'est rentable parce que j'ai risqué 31 points pour aller en chercher 93 dans la journée. Maintenant, je vais me dire, OK, j'ai un compte à 50K. Un PA, je viens de le commencer. Et j'ai 2500 $ de drawdown. Et là, Yann me dit, mais attends, Makram, tu sais, 30 points sur le Nasdaq, c'est 600 $, ou 31 points, c'est 620 $. Et moi, j'ai un PA, je viens de le faire, j'ai tellement galéré pour valider, je vais pas me faire un quart ou ouais, presque 20% ouais, c'est ça, 20%, un peu plus, 21% de mon drawdown en une journée de trading. Et je lui dis, mais t'as raison, Yann, et c'est ce qu'il faut faire. Et nous, on parle point. C'est-à-dire, si par rapport à votre compte, 31 points en full size, en un mini, et les 600 $ ou 620 $, ils sont énormes par rapport à votre down, on passe à 5 micro-lots. Les 31 points, on ne change rien sur la stratégie. C'est-à-dire, je ne vais pas me dire, OK, aujourd'hui, je vais trader en full, mais je vais mettre 20 points de variation ou 15 points de stop, de daily loss, ici à la place de 31. Je vais mettre 15 points, comme ça, voilà, ça me fait 300. Non. Il vaut mieux passer de 600 $ avec 30 points de stop en full à un micro-lot, à 5 pardon, micro-lots avec 31 points de stop et ça vous fera 310. C'est mieux de passer à 5 micro-lots en gardant les 31 points de stop, c'est mieux que repasser à 15 points en gardant le full. Pourquoi? Parce que nous, on trade les breakouts. On va se manger des stops avant que le marché parte. On va risquer un peu, tenter que l'acheteur, le vendeur il lâche ou l'acheteur il lâche. Donc on va taper rapidement et on sort. Si on a tort, on sort, on ne traîne pas. Et si ça part dans l'autre sens, on est dedans. Pour donner un exemple, pour entrer à la maison, et il y a un plat, là les gros plats en verre qui sort du four. Ok. Et vous voulez aider votre chérie ou votre maman ou voilà, ou peu importe, à mettre la table. Mais vous venez de rentrer à la maison et vous savez pas ce plat ce poulet ou qui sort du four, est-ce que le plat il est chaud ou pas? Comment vous allez vérifier? Est-ce que vous allez juste toucher rapidement avec le doigt comme ça pour savoir s'il est chaud ou pas et après s'il est pas chaud on le tient? Ou est-ce qu'on se dit pff, je ferme les yeux, on verra et je le tiens avec les deux mains? Si c'est pas chaud, bah tant mieux. Si c'est chaud, je vais me brûler les deux mains. Qu'est-ce que vous ferez? Ben, prends des protections. Là, tu touches. On essaie de, voilà, de toucher un peu et dire, ah, c'est chaud, ah non, ça va, c'est pas chaud, hop, je le prends. Et ben non, c'est ce qu'on fait. On tente des breakouts comme ça. On essaye très rapidement. Ça part, ah non, ça part pas, je me retire. Ça part, ah non, ça repart pas, je me retire. Ça part, je dors dans mon, je dors sur mon trade, c'est moi, je suis dans le bon sens. Et donc,
pour revenir sur ces points, il faut qu'on respecte, donc, et on laisse, en tout cas pour un win rate plus bas que 50. Et voilà, on garde cette marge. Maintenant, on va venir ici sur les win rates à, j'enlève ça, à plus que 50. Et là, vous pouvez en faire partie, hein. Vous pouvez, pour X raison, vous ne tradez pas les breakouts, vous aurez un win rate fort. Une variation plus petite, parce que vous serez toujours bridé entre votre acheteur et vendeur. On verra ça sur les paliers de prix, c'est-à-dire vous achetez votre Nasdaq à 25 130, et ben vous avez votre vendeur à 25 150. Vous ne tentez pas de breakout. Donc vous saurez que vous allez avoir 20 points de variation. On a dit 30, c'est ça, 30 à 50, c'est ça. 20 points de variation. Avec ces 20 points de variation, bah, vous coupez et on attend le prochain palier, on le trade, etc. Mais vous aurez un win rate plus haut que les breakouts. Et donc, ici, j'ai un win rate plus haut que 50. Imaginons, pour X raison, j'ai 75% de win rate. Et bien là, je peux trader ma journée avec beaucoup plus de risques. Pourquoi? Parce que sur 7 trades et demi, sur 10 pardon, je gagne 7 trades et demi. On va plus l'arrondir à la limite vers le bas, comme ça c'est plus simple. Sur 10 trades, je gagne 7 trades. OK? Donc la question est, si sur 10 trades, euh, c'est sur 10 trades, hop, je gagne 7, donc je fais ici W, win, et j'en perds 3, lose. Si je risque un pour 2, est-ce que je suis rentable? C'est-à-dire un pour 2. Quand je gagne 2, et quand je perds, voilà, quand je gagne 2, pardon, et quand je perds un. Est-ce que je suis rentable? Normalement, oui. Pourquoi? Alors, j'enlève ça. Ah, c'est dommage, attendez. Je vais juste. Bon, le win rate, là, on a fini avec ça. Tic, 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 tic. On va rester ici pour comprendre. Et en fait, vous allez comprendre que il n'y a pas que. Alors, il y a la stratégie, mais pas que. C'est tellement complet ce qu'on doit avoir pour, en tout cas, comme moi je fais, arriver à se délaisser, c'est ça, à se lâcher du marché. En fait, ça nous atteint, hein. Je vous montre pas le mois de février, pareil, hein, c'était très très dur pour moi, très très dur. Côté trading, hein, pas très très dur. On sent parfois, voilà, on est humain, mais on essaie, ce qu'on doit faire, c'est de se retirer le plus rapidement du marché et d'attendre, le setup. Et quand le setup revient, faut pas non plus, c'est encore d'autres choses à régler, mais faut pas trop non plus sauter directement. Donc, ici, je trade 7 fois. Donc, quand je gagne 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là là, les deux. Les deux. Et quand je perds un. OK? Le total de mes pertes et de mes gains. Donc, quand je gagne 2. 2 fois 7, 14. Et quand je perds un et je perds 3 fois. Moins 3, pardon, ça fait 11 quoi. OK? Et là, j'ai 11. Je suis gagnant. On est bien d'accord. Maintenant, sur mon win rate, je vais utiliser, et là, on a dit un ratio 1 pour 3 tout à l'heure, hein. Je vais mettre ici un ratio 1. Ah bah non, 1 pour 2. Non, non, 1 pour 3 c'est le pourcentage. Non, presque 1 pour 3. C'est 1 pour 2,8. On va le garder 1 pour 3, ok? Mais parce que voilà, c'est 7 fois et 3 fois de gain. Donc si on fait 3 fois. Ouais. Si on avait 9 trades gagnants et 3 trades perdants, là on est directement sur du 1 pour 3. Là on est sur pour 1,2, mais on va arrondir vers 1,3. On verra tout ça dans le détail, vous inquiétez pas. J'ai pas envie que ça apparaisse. Waouh, mais c'est rien du tout, hein. Et, euh, et là, imaginons maintenant que sur ce même, sur ce même ratio, sur ce même variation, eh ben, je vais risquer 2 sur mes 3 trades perdants. OK? Et si je risque 2, maintenant, c'est pas sur la variation, hein, sur la journée, hein, sur le trading. Si je risque 2 pour 2, j'ai quoi comme ratio? C'est 1 pour 1. OK? Donc si je risque 2 là, 2 là,
et 2 là. Donc là, je risquais un pour 2. Maintenant, je risque 2 pour 2. OK? Et là, on refait le calcul. Est-ce que, à votre avis, je serai rentable ou pas en risquant 2 pour 2? Je vais le calculer. Toujours rentable. Toujours, ouais. Donc 2 fois, cette fois, je gagne. Ça fait 14. OK? Ça va pas changer. Et 2 fois 3 fois où je perds, ça fait 6. 6 moins 14. 14, on va faire 14 moins 6. 14 moins 6, ça nous fait 8. Et je suis toujours rentable. Maintenant, je vais passer en ratio négatif. Et là, je vais mettre 3. Est-ce que je serai rentable? Toujours. Yes. Donc, toujours 14. 3 trades, j'en perds 3. 7 trades, je gagne 2. 9. 14 moins 9, je suis toujours rentable. Et c'est là où je voulais arriver sur votre win rate. Il peut tout changer. Il y a des gens, parfois, ils s'arrêtent que sur le win rate ou on s'arrête que sur le ratio. Mais attends, tu as un ratio. Ça sert à rien, tu as un ratio négatif. Comme là. Ouais, mais si le mec il a 80% de win rate, mais il s'en fout de rentrer en ratio négative. Tu gagnes Mhm. 80 fois. C'est-à-dire, quand tu perds une fois, tu perds deux fois de plus ce que tu gagnes, c'est rien. Et moi, avec un win rate à 40%, je peux rentrer sur des journées ou sur des semaines, sur les scalps, j'ai un win rate à 40%. Si je rentre sur un pour un, je ne suis pas rentable. Même si mes trades ils passent. Il faut au minimum un pour 2. Et moi, pour me laisser plus de marge sur le Nasdaq avec la variation, c'est un pour 3. Et c'est à partir de là où je vais calculer ma journée, moi personnellement, un pour 3. Le Nasdaq va me faire 90 points de variation, et ben, je vais mettre 30 points sur la table. C'est si simple que ça. Le Nasdaq va me faire 100 points, 150 points de variation, je vais mettre 50 points sur la table. 50 points sur la table, ça fait combien ça? 1000 dollars en drawdown, en perte. C'est beaucoup. Je serai dans 5 micro-lots. Ça me fera 500 euros. C'est beaucoup. Je serai dans 2 micro-lots. Ça me fera 200 euros. 200 dollars de perte. Mais les points, je les change pas. Je reste pas en full et dire, ah, je vais gratter plus sur les points aller au lieu de mettre 50, je vais mettre 30. Non. Parce que, comme on a dit, il faut que je teste plusieurs fois. Alors, c'est parfois, comme hier, hein, je tente le premier breakout, ça part, l'open 32, c'est fermé, on clôture la station, on part. Mais ça arrive pas tous les jours. OK? Pourquoi je disais tout ça? Makram? Tu dois partir, Inès, c'est ça? Bah, de toute façon, Ouais, c'est ça, je suis désolé. ouais, non, il n'y a pas de Ouais. souci. Désolé, j'aime pas couper les gens, ouais, je suis Non, désolé. non, du tout, au contraire, non, mais j'ai Merci. regardé là, en plus, j'ai pensé à toi, vas-y. Ah, c'est gentil, bah merci. De toute façon, je regarderai la suite du live, là. Et si tu le postes là dans le groupe, là, je regarderai Yes, la c'est fin. ce que je vais faire, ouais, je mettrai le replay. Allez, ça marche. Merci pour le live, Makram, c'est gentil. Avec plaisir. Allez, Allez, à ciao, plus. ciao. Merci, ciao. Et donc c'est à partir de là où je vais commencer à calculer le risque de ma journée. Et c'est à partir de là où j'aurai un plan où on se dit, mais attends, limite parfois on te dit, mais t'es pas humain. Non, c'est pas question que je suis pas humain, c'est que j'avais tout prévu. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous faites ça avant de commencer de trader? Est-ce que vous avez ce plan? Vous avez fait ce reconfort qui est technique, mais qui peut peut-être en même temps psychologique avant de trader? Où, où on rentre, puis voilà, on ouvre le carnet, on clique, on clique, on clique, on clique, et puis on verra, et puis on revient demain, on ne sait pas ce qu'on a fait hier, on ne sait pas pourquoi on a gagné hier, et on ne sait pas pourquoi on a perdu hier, par exemple, et on vient, on trade, et on trade, et on trade, sans... Et puis on se dit, bah non, j'ai une stratégie. Regarde, pour X raisons, pour pas donner des stratégies, je vais donner des stratégies connues, encore une fois, pour pas viser personne, c'est pas l'objectif, mais dire, ah bah je trade des supports résistance. Ouais, mais ok. Et donc, tu viens sur une journée où ta résistance, tu trades des supports résistance, t'as quatre, limite, t'as quatre, c'est une très grosse stratégie, hein, support résistance, résistance, support. Je viens ici, et maintenant, on trade des supports résistance. Donc, je donne simple, hein, on trade des supports résistance. Mais, quel jour tu vas venir acheter ton support? Quel jour tu vas venir vendre ton support? Quel jour tu vas venir ici vendre ta résistance? Et quel jour tu vas venir acheter
ta résistance. Donc, rien que ça, on a quatre simples, hein. Je ne vais pas rentrer sur un volume profile avec un POC, une VH plus. Rien que là, on a quatre probabilités sur la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter le support, on va vendre le support, ouais, le support, on va vendre la résistance ou on va acheter la résistance. Rien que ça, j'ai quatre probabilités, mais je vous garantis, il y en a au moins une dizaine. Donc, on va pas s'arrêter que sur la stratégie. On va comprendre, non, c'est important la stratégie, ça c'est sûr. On va comprendre la condition du marché. On va calculer son risque d'avance. Au début, quand vous commencez, c'est normal. Vous n'avez pas les datas, vous ne savez pas qu'aujourd'hui vous allez gagner ou vous allez perdre. Mais c'est ce qu'on doit commencer à faire. Là, c'est encore tôt parce que vous n'avez pas la stratégie. Ou si vous faites d'autres stratégies, eh ben, n'hésitez pas à regarder et dire, OK, j'en connais un par exemple qui a eu du mal vendredi dernier ou jeudi dernier, je crois. C'est normal, ça arrive à tout le monde. On fait une journée rouge. Je viens. Pourquoi? J'avais CPI ce jour-là, je note. J'avais un NFP. Bon, exemple, là, on a du shutdown, mais j'avais un NFP ce jour-là, je note. Le VIX a dépassé tel prix. Alors, c'est pas de l'analyse technique, hein, c'est de l'analyse d'environnement sur mon trading, sur les conditions de marché. Le VIX était plus haut que 23. Je note. Pour aller parler à 20 heures, je note, je note, je note, je note. J'essaye de chercher le pourquoi j'ai perdu de l'argent ce jour-là. S'il y a une probabilité, si dans ma méthode, yes, yes, yes. Tu m'entends? Ouais, ouais, j'ai envoyé juste un message parce que je devais partir à 10h chez un aussi. Ah, ok, bah, de toute façon, voilà, on finit sur ça, mais voilà, faut que je trouve juste les datas qui me confortent sur ma stratégie. Est-ce qu'elle sera dans le pricing, est-ce qu'elle sera gagnante ou perdante? Voilà, les amis, un peu pour l'intro, je suis désolé, je me suis un petit peu, voilà, mais Mais en tout n'hésitez cas, pas à c'était regarder super. les cours. Hop, je vais couper là. N'hésitez pas à regarder les cours Tu, et tu, tu nous envoies parce que t'as enregistré du coup. yes, je vous envoie ça dans le groupe Discord, là, le groupe de travail qu'on Ok, a fait ensemble. super. Je vais faire un petit support de cours avec tout ce que j'ai vu avec toi. Comme ça peut remettre Bien sûr. tout en idée. Et bah, Mais, avec... euh, mais, mais vraiment top. eh bah, ça me fait plaisir. Et puis voilà, on va avancer tout doucement mais sûrement sur ce point. J'aime Donc, bien le fait préparez-vous. j'aime bien le fait que tu te bases sur des statistiques et sur des chiffres. Ça se voit que c'est bien travaillé, quoi. Merci beaucoup, Yann. Mais Mais un c'est l'objectif. On va essayer vraiment d'aller chercher la perf en étant en se basant sur vraiment un plan très très complet. Mais en tout cas, je te remercie. Désolé de partir Non, non, il n'y a pas de souci. rapidement. De toute façon, on a fini. Puis comme ça, c'est bien une heure, parce que plus qu'une heure après, ça va être plus du bourrage de crâne, etc. On va s'arrêter sur là. Les cours, n'hésitez pas à les regarder, Ouais, débutants, même intermédiaires. N'hésitez pas à avancer sur les cours, il n'y a pas de souci. Parce que le prochain call, on va commencer à rentrer un peu dans, bah, on va rentrer dans le point technique. ok. Eh ben, pas de souci. Bah, je te remercie, Prince. Prince. C'est pas c'est pas grave, t'es encore sûr, il n'y a pas de souci. Ça Ouais, marche. Allez, Je te remercie. ciao, ciao, ciao tout le monde. Ciao, l'ami. Akram, bonne Merci, ciao, journée. ciao. Merci.